Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir ici réunis tels que vous êtes, mais j'espère que cette journée, ou pour certains ces 2 journées, vous changeront et vous donneront le courage de faire ce que vous n'avez pas imaginé jusqu'à aujourd'hui, avec une ardeur nouvelle, à la hauteur des circonstances, à la hauteur de notre défi. Nous voici en effet parvenus à l'un de ces carrefours de l'histoire où notre survie même, notre futur, dépend de chacun d'entre nous. Nous sommes plongés dans une terrible crise, et crise signifie à la fois danger vital et occasion unique à saisir. Occasion unique à saisir pourvu que nous changions notre manière de penser et de faire. En nous estimant nous-mêmes assez pour refuser la servitude volontaire que les forces de l'oligarchie essayent de nous vendre, jusqu'à présent avec un certain succès. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres, disait au mi-temps du XVIe siècle la Boétie, quand les guerres de religion de son temps commençaient alors à faire basculer la Renaissance. Aujourd'hui, nous devons le répéter, en sachant que cette liberté n'est pas une simple évidence, ce n'est pas la liberté du bon plaisir, c'est la difficile liberté de ce qui brise avec une règle du jeu qui est devenue intolérable pour servir le bien commun et les générations à naître. C'est rompre sans plaisir de rompre, mais pour faire mieux. Devant nous, une double menace vitale pour le genre humain. Une crise économique systémique qui détruit le travail et la substance même de nos économies. Et le danger immédiat que cette destruction, en éliminant les moyens d'assurer un avenir, que cette destruction conduise à une guerre de tous contre tous ou à une dépopulation forcée, puisqu'on n'a pas les ressources pour entretenir la population à venir. Avec le déploiement des forces militaires et de sécurité, de renseignement dans le monde, l'aveuglement des dirigeants qui pensent aujourd'hui bas et court, et la détermination d'une oligarchie financière à conserver coûte que coûte le pouvoir destructeur qu'elle exerce, le seuil d'un affrontement thermonucléaire peut être franchi bien plus vite que beaucoup d'entre vous le pensent. Car si le chantier des chantiers devant nous, qui est de s'attaquer au pouvoir d'une finance devenue folle, si ce chantier n'est pas ouvert, n'est pas entamé, est réellement ouvert et entamé très vite, les nuages de la crise feront éclater de nouveaux orages d'acier de la guerre, et pire que ceux du passé. Il y a une terrible logique, une logique monstrueuse dans ce qui se déroule devant nos yeux, où le Proche et Moyen-Orient sont devenus de nouveaux Balkans, dans lesquels des hommes plus fous encore que Gavrilo Princip ont été désinhibés du désir de tuer et armés par ceux-là même avec qui nous négocions des contrats militaires, qui investissent dans nos banlieues et dans notre industrie spatiale et qui sont les succursales s'installant chez nous de l'empire financier de la City et de Wall Street. Heureusement, grâce sans doute à Angela Merkel, la fusion entre PAE, système, et EADS a été évitée, mais de notre côté français, il semblait bien que nous nous y engagions. C'est le vieil empire britannique qui feint toujours de se rendre, mais qui ne meurt jamais, qui se recycle hors sol, mais obéit toujours au même principe, gérer une situation d'affrontement permanent en exerçant le chantage à l'arme ultime. Voilà la situation du monde, de l'Europe et de la France, à laquelle, je dois dire, à part moi,
personne n'a voulu faire face dans notre dernière campagne présidentielle. C'est donc aujourd'hui le refoulé de cette élection, où la connivence des médias, des politiques et des financiers n'ont pas permis que les vraies questions soient posées, c'est le refoulé de cette campagne qui nous revient en plein visage. Nous sommes encore ici en France dans une attitude de renoncement qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé avant la dernière guerre mondiale, pendant la drôle de guerre. On ne peut pas faire autrement, c'est ainsi. Nous savons que les choses se dirigent vers ce que nous ne voudrions pas, mais comment faire? L'attente est pourtant là. L'attente de quelque chose qui redonne un sens à la dignité et qui permet de préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Mais nous devons savoir ce que nous voulons pour renverser les ravages de ce pessimisme et de cet aveuglement que l'on voit partout. Victor Hugo, le 24 février 1848, devant la Bastille, disait qu'un grand peuple doit savoir ce qu'il ne veut pas, mais bien davantage encore ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qui relève de l'intérêt général, le salut commun, comme le disait De Gaulle, et on l'oublie, un chant célèbre. Le salut commun, et que l'audace politique permet de mettre en œuvre à la faveur des exigences de justice qui osent s'exprimer et qu'il faut prendre en compte. Notre mission à nous autres ici est d'inspirer cette détermination du peuple en lui fournissant les éléments qui lui permettent de donner un sens à sa colère sourde, une analyse stratégique de la situation et un projet à faire valoir aux dimensions de la France, de l'Europe et du monde, car c'est le terrain qui détermine notre vie, car c'est là que ça se joue, et c'est le terrain qu'occupent aujourd'hui nos adversaires de l'oligarchie et que nous devons lui reprendre. C'est le peuple qui prend ainsi conscience de lui-même, qui doit ainsi prendre conscience de lui-même et que nous devons aider à prendre conscience de lui-même, et non la foule qui, elle, est livrée à ses instincts, la foule qui est le pire ennemi du peuple, car elle s'abandonne au hasard des circonstances et se rend toujours vulnérable à ce qui l'égare. Nous devons donc être ici ceux qui ont le courage de dire non, pas pour le plaisir destructeur d'écarter ou d'éliminer des hommes, mais pour ouvrir les portes et les pistes de l'avenir. Je ne sais pas où cet avenir se décidera, mais je sais que sans horizon et sans dynamique unificatrice, il n'y aura pas d'avenir. Cet horizon, nous en sommes tous responsables. Nous devons en fournir la carte pour s'y rendre, sans quoi notre existence politique n'aurait aucun sens. Il ne s'agit pas de refonder un parti de propriétaires du peuple qui saurait mieux que tout le monde, mais du devoir d'inspirer, que nous impose ce que nous avons ici tous eu la chance d'apprendre et de savoir, notre connaissance de la science, de la philosophie, de l'art et de l'histoire, comme flambeau à transmettre et non comme possession. Voyons donc où nous en sommes. Faisons d'abord le point avant de nous mettre en route. Ça, c'est la fameuse triple courbe de Lyndon-LaRouche, où vous voyez le monétaire et le financier croître ensemble, et puis le monétaire n'être plus capable, comme on dit aujourd'hui, de booster le financier, cependant que la production physique de biens, elle, tombe. Ce sont des courbes de tendance, bien entendu. Ce ne sont pas des courbes de mathémagiciens. Évidemment, c'est de cela
qu'on ne voulait pas parler. Et c'est cela qu'on ne voulait pas voir dans la présidentielle. Et c'est pour cela que vous avez vu la manière dont Lyndon LaRouche a été traité. Dans ce contexte, toutes les discussions qui ne traitent pas de ce sujet, et comment remédier à cela? Parce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. Toutes les discussions qui ne traitent pas de ce sujet mènent à faire ce qu'on peut voir dans les films de Mr. Magoo. Continuer à conduire dans le vide en croyant que la route est toujours là. On va voir si la route est bien là. Je ne sais pas si vous avez vu ces films, il y a aussi le fameux animal qui court, voilà. Vous notez que Mr. Magoo ressemble beaucoup à Alan Greenspan, le toutou favori d'Ayn Rand, pour ceux qui connaissent les ouvrages de cette dame qui sont les plus lus aux États-Unis après la Bible et qui prônent la vertu d'égoïsme constamment. Ils viennent d'être traduits en français d'ailleurs, ce qui est un mauvais signe pour nous. Cependant, nos dirigeants qui ont vendu leur âme au marché financier, à la City, à Wall Street, sont bien pires encore que ce pauvre Mr. Magoo. Ils opèrent avec l'arrogance de tous ceux qui n'ont rien voulu apprendre et reprennent sans scrupule leurs opérations destructrices de valeur. Les gouvernements gesticulent beaucoup, comme hier M. Sarkozy à Villepinte ou M. Hollande au Bourget. Mais lorsqu'ils réforment, c'est pour renflouer les coupables et enfoncer les victimes. Peut-être peut-on voir dans l'actuel dirigeant de la Belgique, Elio Di Rupo, une exception, je l'espère. Alain Minc, plus cynique et plus sincère que d'autres, vous savez qu'Elio Di Rupo a pris parti pour le Glass-Steagall et de couper les banques en deux. Alain Minc, plus cynique et peut-être plus sincère que d'autres, nous dit crûment « Il faut prendre le monde tel qu'il est. L'esprit de lucre est au cœur du capitalisme. On n'y peut rien. Et l'économie dans laquelle nous vivons est une économie capitaliste. Nous sommes sous l'œil des marchés. C'est comme ça. Il faut vivre avec. » Cet œil, 3 films récents nous ont plus ou moins montré à quoi il ressemble ici en France. Certains d'entre vous les ont sans doute vus, mais n'ont peut-être pas remarqué l'œil. Ces films, c'est La City, la finance en eau trouble, qui est passé le 18 octobre 2011 sur France 5, et qui montre bien non seulement le pouvoir hors sol de la City et l'influence qu'elle exerce sur la monarchie britannique, comment les deux marchent ensemble et ne représentant rien les intérêts du peuple du Royaume-Uni. Deuxième film, L'argent sale, le poison de la finance, passé le 11 septembre 2012, toujours sur France 5. Enfin, Les banques vont-elles nous ruiner, qui est passé le 10 octobre 2012, c'est-à-dire lundi dernier, sur France 3. Ils répètent tous ce que Lyndon LaRouche et moi-même disons depuis longtemps. Mais avec plus de professionnels, parfois de meilleures images, et tout ce que permet l'argent. On voit ainsi à l'œuvre les mégabanques qui dominent actuellement l'économie du monde. Too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Too big to manage, trop grosses pour être gérées et pour être contrôlées. Et too big to trust, trop grosses pour qu'on puisse leur faire confiance. Et voilà les yeux. C'est ceux-là. C'est ceux de la reine d'Angleterre. Car au centre de ce système, il y a bel et bien la City, la grande lessiveuse de l'argent sale du monde, et les possessions non pas du Royaume-Uni, mais de la reine d'Angleterre à titre personnel. C'est l'Empire britannique, l'île de Man, Jersey, même le Guernsey de Victor Hugo, les îles Caïmans, les îles Moustiques, Grenade et autres Barbades, et il faut ajouter Dubaï et Singapour. C'est ce système, comme un Jacques Attali l'a bien vu à un moment donné, qui veut tout prendre et même cherche à absorber la Suisse. Face à lui, me direz-vous, François Hollande a déclaré que c'était son principal adversaire.
ce qui a donné l'impulsion décisive à sa campagne. Cependant, qu'a-t-il fait depuis? Nous avons l'approbation expresse à l'Assemblée nationale et au Sénat du traité européen de stabilité, de coordination et de gouvernance. Il n'y a qu'en Europe aujourd'hui qu'il peut y avoir des précieuses ridicules pour donner les titres de ce type. Ce qui est un pacte budgétaire d'austérité. Or, cette organisation impose un contrôle hors élu, supranational, mais hors élu, aux États. Limite de 0,5% du déficit structurel maximum, c'est-à-dire les dépenses habituelles de l'État, des collectivités publiques, de la sécurité sociale, pas plus de 0,5% de déficit, ce qui prouve que si la population vieillit, on a plus besoin de dépenses de santé, c'est non. Il faut le savoir, il faut voir bien ce que ça veut dire. Et une limite de 3% du déficit global que François Hollande veut atteindre pour faire plaisir à tout le monde fin 2013, ce qui est absolument impossible sans des mesures d'austérité venant s'ajouter à celles qui ont déjà été prises. Et de plus, et c'est ce qu'on oublie, parce que la pratique du canard enchaîné avait assez bien montré, l'obligation de réduire la dette des États, si elle est supérieure à 60%, de 1% par an pendant 20 ans. Ce qui veut dire en France, où notre produit intérieur brut est de 1 800 milliards, ça veut dire, puisqu'on est à 90% environ d'endettement par rapport au produit intérieur brut, nous avons 30% de trop, 30% pendant 20 ans sur 1 800 milliards, ça fait 30 milliards par an. Ça veut dire simplement une sorte de régime grec. Ce n'est plus le régime crétois dont on faisait la publicité à un certain moment. C'est un régime grec destructeur si la croissance ne reprend pas. Et l'austérité, en tout état de cause, bien évidemment, logiquement, empêchera la croissance de reprendre. En même temps, les banques sont renflouées. Les 500 milliards à 1% sur 3 ans de décembre 2011. Les 500 milliards à 1% sur 3 ans de février 2012. Et depuis cet été, le système Draghi, renflouement sans limite dans le temps ou en montant, pour le rachat des obligations avec une limite de 3 ans, vrai, c'est vrai, sur le marché secondaire. Renflouement de qui? Renflouement des banques qui possèdent ces obligations, plus le renflouement du mécanisme européen de stabilité à concurrence d'environ 700 milliards, dont une part d'Allemagne de 190 milliards et une part de la France de 140 milliards. C'est un mécanisme qui renflouera en priorité toujours les détenteurs d'obligations, pas le financement des politiques d'infrastructure ou d'industrialisation des États. Et c'est un mécanisme dont les gestionnaires pourront décider sans contrôle juridique et sans devoir rendre compte politique aux États. La Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon font même pire dans ce système. Cependant, en Europe, nous avons une distinction, nous sommes les plus hypocrites. Nous disons que les rachats d'obligations sont stérilisés, ce qui transforme une dette à long terme en une dette à 3 ans. On dit que quand on supprime à l'échéance les obligations longues, on remplace par des obligations à 3 ans et qu'on reprend dans les 3 dernières années les obligations longues. Tout en sachant bien que ce montant pour montant, on n'y arrivera pas. Ou on y arrivera avec ce qu'ils appellent une déflation, c'est-à-dire une destruction du travail et de la substance économique sans précédent. Il y a donc hyperinflation financière et monétaire d'une part, la triple courbe de Larouche qui date du début des années 1990 et qui se réalise, et en même temps déflation, austérité imposée au peuple. On arrive même à un moment où le monétaire qui augmente, et vous avez vu
le Fonds monétaire international lui-même avoue qu'il a fallu 1100 milliards pour sauver l'euro. En vérité, c'est beaucoup plus. Et d'émissions de monnaie de singe, sans contrepartie, par un système de faux monnayeurs. Eh bien, cela ne parvient même plus à pousser les marchés. Exemple, le CAC 40 dans l'ordre financier. Il était à 6 922 points en septembre 2000. Il est aujourd'hui à environ 3 400, 3 450 points. C'est-à-dire qu'il a baissé de moitié. Même là, on n'arrive pas à booster le financier par le monétaire, et c'est l'emprise du monétaire qui conduit fatalement un jour à une hyperinflation, car on voit toutes les monnaies baisser par rapport à l'or, et le prix de l'or avoir augmenté de 500% depuis 2002. Donc, il y a cette hyperinflation financière et monétaire, contenue pour l'instant dans le financier et le monétaire, mais qui de plus en plus passe dans le physique, et en même temps l'austérité imposée au peuple. Peuple grec, ça a été une baisse de 50% du niveau de vie en 2 ans. Le peuple espagnol, plus de 50% des jeunes en chômage et 30% en CDD ou en intérim. C'est-à-dire une véritable destruction du travail humain. Oui, diront certains, mais ils avaient trop dépensé. Ça vous rappelle quelque chose à certains qui sont vieux comme moi? Notre pays, pendant longtemps, a vécu au-dessus de ses moyens et nous avons profité de facilités qui nous ont permis d'aller là où nous ne devions pas être et de ne pas mener une résistance là où nous aurions vu la mener. C'est le discours du maréchal Pétain. Même raisonnement aujourd'hui. Et il faut être clair. L'esclavage et le colonialisme n'ont jamais enrichi la France et le peuple français. Ce qu'ils ont enrichi, c'est quelques familles, les établissements financiers qui finançaient le trafic, les esclavagistes et les armateurs. Ici, c'est pareil. Ces aéroports sans avion, dont on parle en Espagne, près de Valence ou en Castille, les appartements sans occupants, qu'on commence à trouver même en Chine, les hôtels, les golfs, les centres de tourisme, les mêmes intérêts en ont bénéficié, pas le peuple ou le pays, ces mêmes intérêts. D'ailleurs, Goldman Sachs a spéculé contre ceux qui étaient ses clients, comme le gouvernement grec. Alors, revenons à M. Hollande. Il a fait approuver le pacte d'austérité budgétaire, qui est un instrument des banques, tout en prétendant avoir réintroduit la croissance en Europe. Ça fait 120 milliards à 130 milliards sur environ 5 ans qu'il a réintroduit, sur des dépenses qui étaient déjà prévues, alors que le produit intérieur brut de l'Europe, sur 5 ans, c'est 43 000 milliards, ce qui fait environ 0,25% dans ce qu'a introduit M. Hollande et dont il se vante. Le vase ne débordera certainement pas. Et l'effet sera pratiquement nul. Au moins, ce gouvernement veut-il faire quelque chose sur les activités des banques? Écoutons maintenant M. Moscovici, ministre de l'économie, interviewé par Fogg, comme son nom l'indique. Bon, alors vous avez entendu les conseils de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Notamment, il dit qu'il faut scinder les banques en deux, c'est-à-dire d'un côté la banque de dépôt qui reçoit notre argent, et de l'autre côté la banque d'investissement qui investit dans l'industrie ou qui spécule. François Hollande, d'ailleurs, l'avait promis, ça. C'est pas exactement ça. Il a dit, il a été très applaudi après. Je vais revenir. Il avait dit la finance est notre ennemi. Il avait parlé de séparer les activités des banques qui sont au service de l'économie réelle des activités spéculatives et pour celles-ci, être capable de les contrôler, de les prohiber et quand c'est nécessaire, de les interdire. Et moi, ce que j'ai retenu... Il a quand même dit qu'il coupait les banques en deux. Donc, voilà ce qu'à l'époque, lorsque je l'avais souligné, que séparer les activités, ce n'était pas couper les banques en deux. Les journalistes ne voulaient pas écouter, ne voulaient pas entendre et ne voulaient pas connaître. En réalité, ce que M. Moscovici et ses experts veulent faire,
c'est passer en douce et vite une réforme bancaire en France qui ne gêne en rien nos banques universelles, qui sont des grenouilles qui se sont faites aussi grosses que les bœufs en jouant sur les marchés financiers et les dettes publiques. Et voilà que M. Moscovici se met à dire la même chose que M. Sarkozy. Nos banques universelles ont mieux résisté à la crise que les autres. M. Sarkozy avait consulté ses experts. M. Moscovici a consulté le Conseil de régulation financière et du risque systémique, composé de proches et d'amis de Michel Pébreau et de M. Oudéa, comme Christian Noyer ou Jacques de la Rosière. C'est-à-dire qu'il a consulté les loups pour savoir ce qu'il faut faire pour servir les agneaux. C'est le silence des agneaux, si on veut le voir autrement. Alors, ce que dit M. Moscovici, nos banques universelles ont mieux résisté à la crise que les autres, c'est vrai si on regarde les chiffres comptables, si on considère que le risque pays est égal à 0, mais elles sont bourrées de titres italiens et espagnols, dont on sait, et grecs, dont on sait qu'ils ne pourront pas être remboursés. Vous savez que le Crédit Agricole vient avec succès de vendre sa banque Emporiki en Grèce pour 1 euro. Et c'est un grand succès, parce qu'elle avait tellement de dettes qu'il avait peur que ça lui coûte plus cher. Ça a coûté 10 milliards au Crédit Agricole jusqu'à maintenant. Ces gens ne savent même pas gérer. Et ils ont accumulé aussi des effets toxiques, mais on ne les voit pas parce qu'ils ont mis hors bilan. Je l'avais dit pendant la campagne, on passait à autre chose chaque fois que je le disais sur la BNP Paribas. Et aussi ces banques ont roulé dans la farine les collectivités locales, souvent dirigées par des socialistes, ce qui est un comble. M. Moscovici dit encore, si on les sépare, on fragilise les deux activités. Les activités de marché d'une part, les activités de dépôt, de paiement et de crédit de l'autre. C'est absolument faux. Et on ne voit pas pourquoi. Et il ajoute, il ne faut pas gêner l'économie européenne pour qu'elle garde la tête haute. La zone euro est d'ailleurs en train de sortir de l'ornière. Le risque est derrière nous. C'est ce qu'il dit dans ses missions. C'est pire que faux. C'est politiquement infantile. Autant de mensonges qui ne sont même pas pieux. Plus sincère, sinon plus honnête, Philippe Manière nous dit, dans l'Express, le 26 septembre, « La BCE, c'est l'indispensable mère fouettarde au milieu de ces Pères Noël que sont les gouvernements élus. » Merci pour ces Pères Noël-là. Ils imposent l'austérité salariale, la réduction des budgets sociaux et culturels, la réduction du périmètre de l'État, comme ils disent, c'est-à-dire l'étouffement des services publics, l'arrêt des grands travaux, et chez nous, le canal Seine-Nord, qui est symbolique du lien entre la France et le nord de l'Europe, sera gelé, les travaux seront gelés, sinon arrêtés, alors qu'on a déjà dépensé 200 millions d'études et de travaux, et les lignes à grande vitesse Rhin-Rhône, Paris-Normandie, Provence-Côte d'Azur sont elles aussi remises aux calendes grecques. En même temps, ce système que l'on a créé, en créant les bases d'une hyperinflation, pénalise évidemment les jeunes et les pauvres. Les jeunes déjà, qui, contrairement à ma génération, ont eu beaucoup de mal à acquérir un appartement ou un patrimoine, vu la hauteur, le niveau des taux d'intérêt et vu les circonstances dans lesquelles sont déroulées ces dernières années et l'absence suffisante l'absence de construction de logements. Donc merci pour ce Père Noël-là qu'ont été les gouvernements. Ils ont été les enfants légitimes de la mère fouettarde, plutôt. Et merci à M. Sigmar Gabriel, président du SPD allemand, qui disait à Paris dans Libération, le lundi 26 mars, donc en pleine campagne présidentielle, il était aux côtés de François Hollande, il disait « Le combat pour la Grèce cache en fait d'autres questions.
Qui décide de la façon dont nous vivons ensemble en Europe, Wall Street et la City, ou les peuples et leurs élus? La question était posée. Merci, car maintenant, malheureusement, nous savons, et nous l'avons vu dans la politique de ce gouvernement, qui, sur les fondements, comme un jour dans le passé, Jean-Claude Trichet s'en vantait, sur les fondements, socialistes et gouvernements de droite ont la même orientation, tant qu'ils ne rompront pas avec la règle du jeu. Quant à l'euro, nous avons vu 1100 milliards, il a fallu pour le sauver. C'est en fait plusieurs fois plus, avec une fuite énorme de capitaux privés d'Italie et d'Espagne, qui, joint à la désarticulation de leur économie, les empêchera pour toujours de rembourser. Voilà cette Europe-là, cette Europe qui se détruit elle-même, cette Europe qui n'offre pas un projet au monde, cette Europe qui est devenue un repoussoir, et cette Europe, cette Union européenne, qui reçoit le prix Nobel de la paix. Il ne faut pas trop s'en étonner. M. Obama l'avait reçu il y a 2 ans. Voilà donc notre critique. Voilà donc ce que nous remettons en cause en ayant fait le point. Et qu'est-ce qui nous différencie donc des autres critiques? C'est que nous avons un projet qui n'est pas fondé sur une économie monétaire, mais sur l'économie physique productive. La valeur économique n'est pas en effet l'argent, qui n'a aucune valeur intrinsèque, aucune valeur en soi. La valeur, ce sont les grands travaux d'infrastructure et les technologies de pointe qui permettent et qui surtout découlent de la créativité et du travail humain. C'est cela qu'il faut financer avec du crédit public pour créer les conditions d'un développement mutuel et non des possessions acquises au détriment les uns des autres. C'est ce qui avait été fait par Roosevelt et c'est ce que nous avons fait après la guerre dans notre politique de reconstruction. Nous n'avions pas d'argent alors, nous n'avions pas d'épargne. C'est par le crédit que nous avons financé ce développement, le crédit bien placé, le crédit pour les grands travaux de l'avenir, qui crée cette substance économique, qui crée le travail en accroissant sa qualité, et pas le crédit pour favoriser les institutions financières et se substituer aux salaires lorsque ceux-ci sont abaissés en pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on accumule en fait du capital fictif qui ne correspond ni au développement des infrastructures physiques, ni à celui des infrastructures humaines, ni à l'école, ni à l'hôpital, ni au laboratoire. Notre projet, c'est de revenir à cet esprit du développement qui a été celui des 30 Glorieuses, mais pas comme les Karine Berger ou les Valérie Rabault le proposent avec les technologies d'hier. Non, ce n'est pas possible avec de simples TGV, avec les technologies de demain qu'il faut susciter et relancer pour que l'Europe ne soit plus ce repoussoir économique qu'elle est aujourd'hui, et pour qu'elle revienne le laboratoire du futur, comme l'entreprise de Jean Bertin était dans le passé un laboratoire permanent engendrant constamment de nouveaux brevets. L'Europe doit être un vivre ensemble, un continent dans lequel chacun agit pour l'avantage de l'autre et aussi pour construire la maison de tous. Elle doit devenir un centre d'évitement de guerre, en essaimant les moyens de devenir et non en exploitant ou en excluant. C'est ça l'esprit de la véritable culture européenne. Utopie, non, car nous avons cette culture, avec nos racines juives, chrétiennes, musulmanes aujourd'hui, républicaines et hier aussi, républicaines et renaissantes, qui est la ressource la plus précieuse et le levier de notre projet. C'est cette culture qui est celle inscrite en 3 mots sur le fronton de nos mairies et dans le préambule de notre Constitution. C'est cette culture à laquelle nous devons être fidèles et qui implique, comme l'ont écrit les rédacteurs du programme du Conseil national de résistance, qui implique un combat constant contre le féodalisme financier, ni la compromission permanente, ni la servitude volontaire, qui est celle que nos gouvernements pratiquent depuis une 40aine d'années. Nous ne devons plus nous laisser droguer par l'opium de la dette, mais au contraire construire un levier pour le futur en annulant les dettes qui ont été illégitimes et injustes. Fondamentalement, dans l'immédiat,
Ce combat doit reposer sur 4 piliers pour relancer une vraie dynamique de croissance. Premier pilier, financer de grands projets à l'échelle de l'Europe, de l'Eurasie, de l'espace méditerranéen et de l'Afrique, pour relancer l'économie mondiale et créer les conditions de la paix par le développement mutuel. Ces projets existent dans les tiroirs de nos administrations, aussi dans les centres de recherche de certaines grandes entreprises. Peugeot a depuis longtemps des projets sur la voiture à hydrogène qu'on a dit aux experts de bien laisser dans les tiroirs quand on veut presser le citron des autres et aboutir ainsi à se ruiner. Ces projets existent dans les tiroirs de nos administrations. Et nous avons proposé de bien plus audacieux et qui sont nécessaires. D'abord, les corridors de développement vers l'Est, c'est-à-dire relancer toute une politique de transport, à la fois de personnes, de marchandises, de biens, qui permettent de lier la France, d'une part, à un corridor nord et d'autre part à un corridor sud, nous joignant à toute l'Eurasie pour un développement de l'Atlantique à la mer de Chine. Ces corridors, eh bien, nous proposons qu'ils soient lancés par de nouveaux types de transports à grande vitesse, l'aérotrain sur coussin d'air à relancer ou les trains à lévitation magnétique. Ce sont ces projets-là dans les transports qui doivent être un défi pour créer une catégorie de travail qui soit meilleure. Enfin, nous avons ce fameux projet Seine-Nord, qui est un canal, vous voyez, c'est en rouge. C'est la France reliée au nord de l'Europe pour le transport de produits pondéreux, de produits lourds. Et les travaux ont été déjà entrepris. Vous savez, il y a un lien entre ces infrastructures, ça c'est les travaux de Seine-Nord, il y a un lien entre ces infrastructures et la consommation de biens. Par exemple, récemment, il y a eu un repreneur étranger d'une partie de la production de Doux, de poulet frais, dans cette région où passera le canal Seine-Nord. Quand il a appris que ce canal Seine-Nord allait être annulé, il dit « je ne rachète plus ». Donc il y a un lien entre tout et tout dans l'économie. Et il faut le voir de cette façon. Il n'y a pas l'infrastructure et la consommation. Il y a un tout qu'il faut organiser et qu'un dirigeant politique comme un compositeur ou un chef d'orchestre doit constamment veiller au développement et en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé, quitte en cours de route à changer d'objectif, comme tout grand compositeur de musique le fait, et au départ, on ne peut pas deviner où il va, et c'est seulement en arrivant au bout qu'on a vu l'ampleur du projet. C'est comme ça qu'on voyait l'ampleur des plans français, des plans économiques français. Et c'est de façon qu'il faut revoir l'économie et revoir le politique. Enfin, il faut des projets pour l'Afrique. Et voilà notre projet que vous connaissez, beaucoup d'entre vous, de lac Tchad, de remise en eau du lac Tchad. C'est le projet Transaqua, et cela a à voir, bien entendu, avec le politique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce plan, mais il s'agit de créer un poumon de développement dans tout ce centre de l'Afrique, à la fois pour créer des conditions de développement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez que Hollande y est pour faire de beaux discours sur la francophonie. Il faut faire ce développement-là, et pour remettre en eau le lac Tchad et faire vivre plus de 100 millions de personnes avec un accord entre agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, qui sont souvent d'ethnies différentes, mais c'est seul par le développement qu'on pourra surmonter ces préjugés. Alors j'étais au Niger il y a maintenant 3 ans, et nous avons vu un lieutenant-colonel là-bas qui a fait un plan pour ce développement du lac Tchad. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit être désespéré, car ce qui arrive aujourd'hui, après les opérations en Libye, font que toute cette région se trouve inondée d'armes, de contrebandiers, de trafiquants et de fondamentalistes plus ou moins alimentés par ceux qui viennent organiser chez nous le Paris Saint-Qatar. Donc l'Europe, pour cela, pour ces grands travaux, ne devrait pas être tournée vers son nombril, mais penser au-delà. Nous avons un plan pour l'ensemble méditerranéen,
avec des corridors de développement et la gestion de l'eau. Vous savez qu'un tiers de l'humanité est aujourd'hui en situation de stress hydrique et les 2 tiers probablement en 2020-2025. Il faut une grande politique de l'eau. Nous avons le plan Nawapa aux États-Unis. Il faut également une grande politique de l'eau en Europe, qui deviendra bientôt indispensable. Il faut une politique de l'eau, comme je l'ai montré en Afrique. Il faut une politique d'accès à l'eau potable. Vous savez qu'aujourd'hui, la principale cause de mortalité infantile dans le monde, c'est l'eau polluée. Donc, il faut ce développement. C'est un impératif. Et l'Europe doit être cette plateforme de développement fondée sur des systèmes de découverte et de technologies nouvelles. Le deuxième pilier, c'est que pour financer ces grands projets, l'ordre monétariste actuel ne le permet pas. Ce financement de grands projets est incompatible avec l'ordre monétariste actuel, celui de l'Europe, celui que s'est choisi l'Europe. L'épargne, de toute façon, elle-même n'est pas suffisante. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir à une politique de crédit public, celle qui était le fondement des 30 Glorieuses, avec des banques nationales. Ce que les dispositions et l'orientation actuelle de l'Union européenne interdisent. Un troisième pilier pour lancer ce projet, c'est qu'il est impossible de rester sous le régime actuel de la finance folle. Il faut d'abord mettre les spéculateurs hors d'état de nuire pour pouvoir faire, c'est-à-dire nous mettre en ordre de bataille contre la City et Wall Street, ce dont parlait à fond perdu M. Sigmar Gabriel et ce que Moscovici ne veut pas. Pour cela, il faut séparer les banques agissant sur les marchés en arrêtant de les renflouer. Il faut séparer ces banques des banques de dépôt et de crédit qui doivent être protégées et nationalisées si elles ne fournissent pas alors les services nécessaires. Couper les banques en deux. Avez-vous remarqué que la formule de notre campagne est aujourd'hui reprise partout? Si vous avez vu les 3 émissions de télévision dont je vous ai parlé, il y a évidemment de quoi être édifié. Pourquoi cette mesure, le Glass-Steagall de Roosevelt de 1933 et notre système à la libération, est-il si nécessaire et pas d'autres réformes qu'on nous propose? On nous propose d'autres formules. La formule Vickers anglaise, la sanctuarisation et le cloisonnement des banques de détail. Les banques de détail sous le même toit que les banques de marché, mais cloisonnées et soi-disant sécurisées. Liikanen, la commission qui réfléchit à cela avec M. Barnier en Europe, qui prévoit le cloisonnement, elle, à l'envers, des titres et des activités dérivées, des teneurs de marché, des crédits aux hedge funds et des fonds spéciaux. C'est-à-dire l'une veut préserver le bien, l'autre écarter le mal, mais le bien et le mal restent toujours dans les 2 cas sous le même toit. Ce qui veut dire que les dérives et les dérapages peuvent avoir lieu. Pire encore, le modèle Volcker, Dodd-Frank aux États-Unis, qui interdit les opérations de trading pour compte propre, qui sont les plus risquées, mais dans lesquelles toutes sortes de passerelles peuvent être établies par les établissements financiers pour continuer à spéculer à tout va. Toutes ces formules ne permettent pas d'arrêter l'inceste financier. Il y a un excellent rapport qui le montre très bien, calme, structuré, professionnel, de Laurence Sialom pour Terra Nova. Vous me prendrez rarement à faire l'éloge d'un rapport de Terra Nova, mais celui-là le mérite. Toutes ces formules ne permettent pas d'arrêter l'inceste financier. La séparation stricte est donc indispensable si on veut être sérieux, car elle seule permet d'éviter totalement le risque de transfert de capitaux propres et de liquidités entre les 2 entités. On coupe, comme dit notre image. Cette séparation doit être couplée aussi à la création d'un cadre institutionnel et légal, faisant que toutes les institutions financières puissent faire faillite et qu'il soit prévu de comment elles feront faillite ou être structurées et démantelées. Et il faut savoir d'avance comment et qu'on puisse le faire totalement ou partiellement. Disons à M. Moscovici, qui de toute façon le sait bien, mais feint de l'ignorer, car les conflits d'intérêts font aussi la vie d'un homme politique. Disons à M. Moscovici que cette réforme est particulièrement importante en France pour 3 raisons.
La première, c'est que nos 5 plus grandes banques représentent pas 301%, comme il est dit dans le film, mais 344% environ de notre produit intérieur brut. C'est un risque systémique énorme. Aux États-Unis, elles ne représentent qu'environ 60%. Donc nous sommes plus menacés, nous, que ne le sont les États-Unis par l'emprise de ce système de banque, contrairement à ce que croient la plupart des gens. Deuxièmement, d'après Alpha Value, le ratio des prêts sur dépôt en France est en moyenne de 115%. C'est-à-dire qu'il y a plus de prêts faits que les banques n'ont de dépôt dans leur fonction commerciale. Ce qui signifie que les banques, pour assurer les 15%, ce qui est entre 100 et 115, et 15%, doivent emprunter sur les marchés, les prêts interbancaires, les marchés de financement à court terme, etc. Donc c'est déjà une vulnérabilité. Mais de plus, pour financer leurs activités de trading sur les marchés, il faut ajouter encore à cela 60%. Donc si nous additionnons les 60 et les 15, ça fait 75. Et le fait de mixer les deux types d'activités, les activités de banque de dépôt et de crédit et les activités de banque à marché, multiplie par 5, c'est-à-dire 5 fois 15, ça fait 75, leur besoin de se financer sur les marchés de gros. Donc ça mesure la vulnérabilité de nos établissements financiers. C'est beaucoup trop. Il faut arrêter les frais. D'autant plus que sur les 10 plus grandes banques européennes cotées, le portefeuille des prêts à l'économie ne représente qu'à peine un tiers de leur total de bilan. Le reste, c'est le jeu. Le jeu financier, bien sûr, pas le jeu vulgaire. Le jeu financier qui est pire que le jeu vulgaire, je veux dire. La réforme ne serait pas même l'acte de décès nécessairement de la banque de marché, mais elle effacerait la subvention de fait de l'État, de la collectivité publique, aux banques universelles, aux fonctions de banques de marché. Car aujourd'hui, les grandes banques qui sont dans cette situation de monopole se permettent d'emprunter sur les marchés à meilleur marché que les entités plus réduites. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'État les garantira, donc c'est comme s'il y avait une garantie publique, donc elles ont de l'argent bon marché. Et elles détruisent tout ce qui est autour d'elles et se gonflent au détriment du reste, avec une logique qui est destructrice pour l'économie. C'est ce qu'on appelle, en termes distingués, l'aléa moral. Il faut donc un grand nettoyage de printemps. C'est là le chantier des chantiers. Et le quatrième point, pour pouvoir mettre en place cet assainissement, Glass-Steagall et le système de crédit public reposant sur une vraie banque nationale, il faut sortir du système de la BCE et de l'euro. Pas pour passer à un repli national, mais pour refonder en partant de monnaie nationale pour la vie intérieure des États et d'une monnaie commune pour les grands projets faits ensemble qui réunissent plusieurs pays. Faire une Europe exemplaire des patries et des projets qui soit, ce que je disais pour commencer, le laboratoire du futur. Une Europe à qui on ne met plus les menottes et les fers financiers. Venons-en maintenant à un dernier point, qui est le fondement même de notre projet dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est le travail humain. Car rétablir l'emploi en quantité ne peut en aucun cas suffire. Le défi est d'en améliorer la qualité et en même temps, bien entendu, le nombre. Des millions d'emplois qualifiés, productifs, et pas des jobs. Or aujourd'hui, conséquence du système financier destructeur et du remodelage libéral de l'État, le travail a été désocialisé et abaissé. Et c'est cela que ressentent les gens. Mais ils ne voient pas le lien que je fais maintenant entre cette destruction des capacités du travail et le système financier en général. Et on fait tout pour leur cacher ce lien. Et c'est ce lien que je vais vous expliquer. Sous le régime actuel, les progrès de l'informatique et de l'électronique, réalisés en grande partie sous forme de retombées des programmes spatiaux du XXe siècle, ces progrès de l'informatique et de l'électronique n'ont pas été mis au service de la production, mais dans le système actuel de la réduction des coûts. Une manière de penser s'est ainsi créée, qui n'est plus fondée sur la hausse du pouvoir d'achat des salaires, mais sur leur modération et sur la gestion du chômage plein et partiel. Preuve de cela aujourd'hui,
La bourse monte lorsque le chômage s'accroît, ce qui paraît étrange à beaucoup. La bourse monte lorsque le chômage s'accroît, car les marchés espèrent que les banques centrales vont continuer alors à lâcher des liquidités avec lesquelles on pourra continuer à spéculer et gagner beaucoup d'argent en empruntant avec des taux bas et en reprêtant à des taux plus élevés, y compris aux États. Donc, à faire sa Grèce au détriment des États, ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Pour créer de la consommation, on a alors remplacé les salaires par du crédit, un peu moins en France qu'aux États-Unis et en Angleterre, mais en France aussi, avec la même tendance. Et c'est aujourd'hui qu'on est arrivé au bout de ce système, car il ne peut plus fonctionner comme une machine qui tourne à vide par rapport à l'économie physique. Dans ce contexte, la nature même du travail a été modifiée. Le salariat, comme forme sociale, a éclaté pour faire place à une multiplicité de contrats et de statuts qui sont inégaux et instables. Ainsi, devenant hétérogène et différencié, le travail lui-même est devenu source de fragmentation sociale et de précarité matérielle et territoriale, avec la prolifération de postes à temps partiel, de CDD, d'intérim et tout ce que vous connaissez. Réduction aussi de la durée moyenne des postes. La plupart des CDD proposés dans les pôles emploi sont de quelques jours ou quelques mois, pas plus. Pensez à France Télécom, pensez à Renault-Guyancourt. Le travail lui-même a été réduit à une succession de tâches qui sont déshumanisantes et répétitives. Il y a donc une déprolétarisation, pourrait-on dire, et une précarisation qui se combinent et qui ont détruit la base matérielle de ce qu'on appelait auparavant les territoires ouvriers. On a maintenant les questions de banlieue, ceux des quartiers de banlieue et ceux des périurbains, chacun à leur façon dépossédés et qu'on monte les uns contre les autres. Il ne s'agit pas là d'une somme de mauvaises décisions ou de mauvaises intentions, mais de la logique même d'un système destructeur. C'est pourquoi il faut en changer, comme nous le préconisons, de haut en bas. Et on ne peut pas le faire en agissant local et en pensant global. On peut le faire en agissant sur tous les leviers. Et c'est la seule façon juste et efficace de procéder. Parallèlement, se sont créées des économies illégales, souterraines, qui représentent une part non négligeable de la richesse produite, plus en Italie qu'en France, mais beaucoup en France, et qui échappent bien entendu à l'impôt. Se répand aussi une économie criminelle qui est fondée sur la drogue et la prostitution, qui, on l'a vu, s'insinue, on l'a vu, beaucoup d'exemples récents l'ont montré, s'insinue dans la police, dans la gendarmerie, dans l'administration, et jusque dans la justice. Par rapport à cela, les Français attendent de l'autorité. La popularité de Manuel Valls en est un témoignage, et le succès relatif de l'entreprise Le Pen aussi. Cependant, l'autorité ne peut pas se résumer à des coups de boutoir de police. C'est le système qu'il faut changer, et c'est ce qu'ils ne disent pas. L'horizon politique clair que nous préconisons en est le fondement, porté par notre projet, à une société de la possession qui crée des possédés, contrôlés par leurs désirs toujours inassouvis, avec de nouveaux barbares au sommet de la société et au bas de la pyramide, il faut substituer une véritable société du travail humain. Cela signifie, et nous en parlerons cet après-midi, une réindustrialisation de la France basée sur les technologies du futur, permettant à chacun de réellement se projeter dans l'avenir et non à se réfugier dans un éternel présent. Cela lèvera le pessimisme et cela lèvera la peur. Nous ne voulons plus qu'on puisse dire, comme cet ouvrier de Florange, et c'est une citation, « L'acier, ça n'intéresse plus aucune boîte aujourd'hui. Mittal se prétend industriel, mais il appartient au monde de la finance. Le travail du futur, c'est celui qui réintroduit le collectif, du vivre ensemble,
et qui sort de l'isolement que celui que produit ce travail dénaturé du monde actuel. Il faut réinvestir et réinventer la notion de travail, le travail dans sa dimension qualitative et pas seulement quantitative. Le travail du futur, comme le dit notre ami Gabriel Colettis, c'est un travail cognitif, c'est-à-dire un travail qui n'est pas réduit à un certain nombre de tâches à accomplir, de choses à faire, mais qui est une approche, une méthode pour faire face à l'inattendu, à l'inconnu, à constamment innover. Il s'agit d'une imagination conceptuelle, penser à une chose non en fonction de l'addition de ses particularités, mais de sa signification dans le contexte où elle s'inscrit. Oui, ce travailleur du futur devra être un explorateur, comme un astronaute est un explorateur, mais aussi un explorateur sur Terre. Et le chef d'entreprise ne plus penser comme un banquier regardant le bilan de l'année précédente, mais comme un chercheur établissant les prévisions pour les années suivantes. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont ces principes économiques partagés. C'est ce travail cognitif qui permettra de les rétablir, car c'est son fondement même, et c'est le fondement même du projet que je vous ai présenté avec ces 4 piliers. Autrement dit, l'intuition créatrice, elle se fonde sur la capacité à concevoir vers quoi tendra une tendance de la société, vers quoi ira une tendance de la société, jusqu'au moment où cette tendance mène dans le mur. Alors il faut concevoir un changement de phase. Et il faut changer de système. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas de principe, car on ne peut changer de système qu'en fonction de principes. Sans principe, on va droit dans le mur, comme le système financier et monétaire actuel, comme l'Europe et les États-Unis actuels qui se détruisent eux-mêmes. Une prévision réussie, un travail cognitif est celle ou celui qui crée la capacité de créer un état nouveau des choses, un changement de phase. Cette conception du travail est donc celle par laquelle s'exprime notre projet. C'est changer totalement de manière de penser, et c'est le thème de la réflexion à laquelle je voulais tenter de nous amener aujourd'hui. C'est changer totalement de manière de penser en considérant non les objets en eux-mêmes, mais la dynamique qui les engendre. Je veux vous en montrer maintenant rapidement un exemple, celui de 4 courbes. Voilà les 4 courbes. Si vous les voyez une à une, c'est le cercle, c'est l'ellipse, c'est la parabole et l'hyperbole. Vous voyez le cercle, l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. L'hyperbole est en jaune, c'est celle qui s'étend le plus. On peut les considérer, chacune en elle-même, avec leur dessin, leur formule, leur équation. Et on ne saura rien, parce qu'on n'aura que des objets énumérés comme une série d'objets. On peut les considérer différemment, c'est-à-dire voir ce qui les engendre. C'est sur un cône son intersection par un plan. Et si vous avez perpendiculaire à l'axe en haut, vous voyez un cercle, transversal une ellipse, parallèle à ce qu'on appelle l'une des génératrices, c'est-à-dire l'un des côtés, vous avez la parabole, et perpendiculaire au sol et parallèle à l'axe central, vous avez l'hyperbole. Donc vous avez une progression qui engendre successivement des transformations du cercle à l'ellipse, à la parabole, à l'hyperbole. Ce qui est intéressant dans cette façon de penser, ce n'est pas chacune de ces courbes, mais la transformation au sein du système qui les engendre. Leibniz, le philosophe, avait déjà remarqué qu'une ellipse dont l'un des foyers est renvoyé à l'infini devient littéralement une parabole, et que la dernière des ellipses rejoint la première des paraboles. Donc c'est là que s'opère ce changement, et c'est une situation de ce type que nous sommes dans l'histoire d'aujourd'hui, entre ce système de l'oligarchie financière, prédateur, monétariste, et le système que l'on doit mettre en place, qui est le système de développement mutuel, de travail qualifié et de transformation de la nature par la capacité qu'a l'homme de la connaître, la comprendre, d'appliquer ses principes et d'en faire des technologies qui lui permettent de produire plus avec moins de surface et moins d'êtres humains.
C'est une autre façon de penser. On ne photographie plus un objet, on voit la transformation. Alors je voudrais vous montrer plus directement comment ça se passe. Je trouvais ça amusant à vous le montrer. Parce que ça donne une vision bien précise. Voyons, on va partir du cercle. Hein. Encore. Voilà le cercle. Il s'agrandit, ça devient ellipse, puis parabole, puis hyperbole. C'est intéressant de voir ce mode de transformation. Alors, vous n'êtes plus Mr. Magoo ou Mr. Moscovici, vous êtes immergé au sein d'une création, ce qui est très différent. Maintenant, si vous imaginez un cercle qui s'accroît de dimension, et si vous imaginez un cône qui également s'accroît, vous obtenez une image de l'accroissement d'une densité, et vous pouvez utiliser l'image, ce n'est qu'une image, de cône emboîté pour établir ce qu'est une histoire, l'histoire humaine ou l'histoire des progrès de l'esprit humain, qui est définie par l'accroissement de la densité d'énergie produite, du flux d'énergie. Donc c'est totalement opposé à la notion qu'on vous essaye de vous vendre aujourd'hui de la croissance verte, qui est quelque chose d'impossible. Ensuite, c'est caractérisé par l'accroissement de la capacité transformatrice dans les grandes crises de la vie de l'espèce qui survit. C'est pour ça que les mammifères ont survécu et pas les marsupiaux, parce que les mammifères ont un rapport plus fort et plus consommateur avec leur environnement, donc ils se donnent plus des conditions de vie. Et enfin, l'être humain, lui, transforme son propre environnement à l'opposé des animaux, en maîtrisant les flux ou l'accroissement des flux d'énergie produite, en maîtrisant les principes de la nature et en passant du moulin à vent à la fusion nucléaire et du biface à la machine-outil qui permet d'alléger ou de façonner avec la précision du laser et qui permet donc, avec cette précision, d'envoyer des instruments dans l'espace. C'est ce qui définit le progrès. Et c'est donc, dans cette campagne présidentielle, les gens qui ne voulaient pas parler des conséquences de la crise financière et de toutes les mesures dont j'ai parlé qui ont été prises par les gouvernements précédents et par les actuels. Les gens qui ne voulaient pas remettre en cause cela ne veulent pas qu'on leur présente ce qu'est la création, qui remet en cause le système prédateur et le système destructeur dans lequel nous vivons. Et notre histoire tout entière est marquée, depuis la vie jusqu'à la pensée, depuis ce que le grand russe Vernadsky appelle la biosphère et la noosphère. C'est un accroissement de la densité des flux d'énergie, un accroissement de la capacité transformatrice de la technologie utilisée par hectare et par être humain, un accroissement de la densité démographique que l'utilisation de cette technologie permet de faire, qui permise, vous pouvez peupler davantage avec moins de surface en introduisant des modes nouveaux de technologie, vous pouvez faire verdir des déserts, vous pouvez avoir un développement qui ne sera pas infini sur Terre et qui, un jour, devra faire penser à aller au-delà. Mais vous avez ce développement encore pour plusieurs centaines d'années et une augmentation en même temps nécessaire de la densité du travail mental, de la réflexion créatrice de chaque être humain. Et c'est cela qui est la signature d'un progrès dans l'histoire, qui exige plus de justice sociale, plus de moyens de vivre, plus de travail collectif. Et c'est cela qui a permis la reprise de l'après-guerre, et c'est cela que nous devons faire beaucoup plus au XXIe siècle. Nous devons mettre pour la paix, pour une paix par le développement mutuel, toutes les ressources que nous avons mises au XXe siècle pour faire la guerre, et nous mobiliser de cette façon. Où se trouve la source? Elle se trouve dans le beau.
qui est la correspondance soudaine et légitime entre deux choses qui auparavant ne semblaient pas en avoir à un certain niveau. À un niveau supérieur, il y a coïncidence des opposés. Et tout à coup, vous voyez quelque chose qui rend compte de ce qui semblait opposé. Car vous devez bien voir cette chose, c'est l'accord de discorde qui doit être dans un projet, dans toute composition, dans un projet politique comme dans une composition musicale, dans l'art de la politique comme dans l'art de la composition musicale ou l'art de la poésie. Pourquoi accord de discorde? Parce qu'il y a au départ, il n'y a pas harmonie. L'harmonie, c'est ce que nous devons établir précisément parce qu'il y a des discords. Je pense à une de nos jeunes militantes qui me disait mais les gens ne sont pas gentils dans la rue, ils sont méchants, ils vous disent des choses bêtes, et je ne peux pas supporter ça. Mais je lui dis, mais non, c'est précisément pour ça que nous sommes là. Sans ça, ça ne vaudrait pas la peine d'avoir des relations avec d'autres êtres humains. Il faut faire accord de discorde. Et pour qu'il y ait liberté, il faut d'abord connaître les contraintes et pouvoir utiliser ces contraintes pour en faire, par un effet de levier inverse, les conditions de notre libération, c'est-à-dire d'y trouver des principes qui nous permettent d'intervenir et de changer les choses. Être humain, c'est précisément maîtriser ce haussement de soi, comme on disait à la Renaissance, le haussement de soi. Et pour revenir à notre icône, à ce que je vous ai montré, nous arrivons à ce qui devrait être, dans l'époque à venir, ce qui rassemble ou ce qui permet de définir les objectifs communs de l'humanité. Les Russes en ont fait une proposition qui s'appelle l'initiative de défense terrestre, c'est-à-dire d'avoir dans l'espace un réseau de satellites qui permettent de voir ce qui se passe sur Terre et éventuellement de contrôler ceux qui veulent lancer des opérations militaires destructrices, et en même temps voir dans l'espace ce qui se passe, les astéroïdes, les comètes, qui peuvent menacer la Terre. Il faut aller plus loin, parce que la plupart des gens voient ce Curiosity lancé sur Mars comme quelque chose de très joli, qui va nous donner des éléments très intéressants sur l'histoire de Mars, donc mieux connaître l'histoire de la Terre par comparaison, qui va nous montrer comment se protéger des radiations sur Mars, tout ça est très intéressant, mais qui de plus nous permettra de créer sur Mars des instruments de veille entre ces astéroïdes qui viennent de la ceinture des astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, donc qui permettra à terme d'avoir une défense terrestre. Et plus intéressant encore, on pourra voir plus loin. On pourra voir la trajectoire des comètes. Alors je voulais vous mentionner quelque chose. Ces comètes qui viennent du nuage de Oort, qui est très très loin, 0,25, 0,75 années-lumière. Il est très important de connaître ce que je vous ai dit pour comprendre comment procèdent les comètes, car les proches tendent à avoir une trajectoire elliptique et les lointaines une trajectoire hyperbolique, parce qu'elles viennent de très très loin, très très ouvertes. Donc, penser de cette façon, c'est pas seulement voir la trajectoire de tel ou tel astéroïde, de telle ou telle comète, ou c'est pas seulement de voir comment pense l'être humain qui est en face de vous, ou comment je peux penser de vous, moi qui suis en train de vous parler, ou vous qui êtes en train de m'écouter. C'est de penser comment cela fonctionne comme ensemble. Pourquoi il y a un certain type de fonctionnement qui est défini par un principe. Et il y a un principe qui définit la trajectoire des astéroïdes et des comètes que nous ne connaissons pas et que nous devons connaître. Comme il y a un principe d'une politique sans oligarchie, d'une politique dans laquelle nous nous battons ensemble pour établir un système de justice qui permettra à la France, à l'Europe et au monde de survivre, et nous n'en connaissons pas tous les pas, mais nous en savons l'orientation. Et ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, c'est cette orientation. Ça ne va pas au moment où on prend la décision d'aller dans cette direction sans une certaine angoisse. Et je voulais vous montrer quelque chose qui me paraît très intéressant. C'est un de mes portraits préférés de Gaulle. Voilà. Il est dans l'avion qui le mène à Londres. Et certains diront qu'il n'emmène pas large. C'est ce qu'on dit, certains. Hein. C'est pas vrai. Mais il est angoissé, visiblement, parce que c'est une décision qui engage tout. Pensez ce militaire qui a fait Saint-Cyr, qui a été dans l'armée. Tout à coup, il rompt avec tout. Il a avec lui
comme il disait, une certaine idée de la France, mais il a rompu avec tout. Il est là. Et c'est pour que vous réfléchissiez à ce qui se passera quand vous vous engagez et comment vous ne pouvez pas ne pas le faire. De Gaulle ne pouvait pas ne pas le faire, étant donné la réflexion à laquelle il était arrivé. Et il le fait. Ça ne va pas sans angoisse, mais c'est l'angoisse créatrice. Simone Veil disait, la philosophe, que tout vrai homme politique doit éprouver les mêmes affres lorsqu'il compose une politique qu'un compositeur de musique ou de poésie. Parce qu'il doit opérer à des niveaux multiples et en même temps, il doit trouver des choses que personne n'a trouvées avant lui. Et je pense que si cette conception devient beaucoup plus partagée, nous aurons enfin une véritable démocratie de recherche de la vérité et pas la démocratie d'opinion dont parlait Victor Hugo, celle de la foule. Nous aurons vraiment celle d'un peuple. Alors je voulais vous montrer ce que ça peut donner à des moments où cela s'exprime. Ça vous paraîtra tout à fait un paradoxe, mais c'est l'effet voulu. C'est une de mes œuvres d'art préférées. C'est la Vierge d'Orcival, une Vierge romane. Alors, j'avais déjà montré à certains d'entre vous lors de la première campagne présidentielle de 2006-2007. C'est une Vierge romane auvergnate. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce que je vous ai dit, elle ne retient pas l'enfant Jésus, elle ne le serre pas contre elle, ou elle ne lui montre pas un petit perroquet ou un petit jouet, ou une petite chose, une petite boule, comme dans certaines d'autres sculptures. Elle ouvre les mains pour que l'enfant Jésus puisse aller dans le monde. Et il suffirait d'un petit coup de hanche pour qu'il saute, et les yeux de sa mère, les yeux de Marie, regardent à la fois l'enfant Jésus et ce qu'il peut devenir, son avenir. Et ça, c'est mettre au monde au sens vrai du terme. Accoucher, si on veut dire. Et c'est accoucher d'idées. Ça me rappelle ces professeurs qui, lorsqu'on ne savait pas, disaient « accouche, accouche ». Il avait lu probablement Platon. C'est la maïotique, c'est accouche et les idées. Et c'est ça que constamment nous devons faire, et c'est dans quoi constamment nous devons, dans cette époque de l'histoire, qui est une époque terrible, c'est à quoi constamment nous devons nous entraîner pour garder à la fois notre passion et son expression avec un sang-froid et sans irritation vis-à-vis de ce que manifestent les autres. Simplement, en produisant un choc légitime chez eux pour qu'ils se mettent à penser à ce qui en vaut vraiment la peine. Alors, ce que ça peut donner, c'est aussi, c'est l'image suivante, c'est la cathédrale, ça me plaît beaucoup, parce que c'est la cathédrale illuminée d'Amiens. C'est Amiens, hein, la nuit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le passé et le futur se rencontrent. Vous savez que Péguy, qui est quelqu'un que beaucoup aiment, et que moi, j'éprouve un certain... Vous savez, il a écrit « Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. » Non, non, ça c'est l'idéologie pessimiste. Et il disait aussi que la France était recouverte d'un blanc manteau de cathédrale. D'autres l'ont écrit aussi à cette époque. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui recouvrait la France, c'était des cathédrales illuminées. C'était plutôt comme un tapis oriental avec ces cathédrales qui ont dessiné la trame totalement colorée. Et ici, ce qui a permis de rétablir les couleurs, c'est, passé et présent se rencontrant, l'invention la plus perfectionnée, peut-être une des plus perfectionnées de notre temps, les lasers. Et c'est les lasers qui permettent de projeter ces couleurs et qui nous permettent de revoir le passé. Donc, non seulement les inventions de l'avenir nous ouvrent l'avenir, mais elles changent notre passé parce qu'elles nous permettent de le relire et de le revoir. Donc, c'est cet état d'esprit qui devrait être toujours celui d'un travail créateur. Pas d'un travail de serf ou d'esclave, mais un véritable travail humain. Le travail humain n'est pas une activité pénible, il n'est pas une charge. Il n'est une charge que s'il est effectué pour satisfaire sa survie ou ses besoins immédiats. Mais alors, il n'est pas vraiment humain. Le travail qui est devenu un coût ou un moyen de survivre n'est pas un travail humain. Le vrai travail humain, c'est un travail qui transforme une société en l'améliorant et dont ensemble, ceux qui sont les travailleurs sont conscients de ce qu'ils font. Simone Veil, encore elle, disait dans ses carnets « Si je travaille seulement pour vivre, je ne peux avoir le goût du travail, le goût au travail. Il faut que je travaille pour m'agrandir. Les travailleurs ont encore plus besoin de poésie que de pain. » C'est volontairement polémique, hein. Besoin que la vie soit une poésie, besoin d'une lumière d'éternité.
Alors, évidemment, face à l'époque où nous sommes, qu'attendons-nous pour mobiliser notre part d'humanité, pour déployer notre passion de connaître, de comprendre, cette passion de pionnier? Nous vivons dans la fureur d'un monde qui ne connaît presque plus les lois, semblable à celui du vieil Ovide, terminant ses métamorphoses à Constance en Roumanie, dans ce qu'est devenu aujourd'hui la Roumanie. Et la culture européenne existe. Oui, elle existe. Si l'Europe se dépouille du fantôme de l'oligarchie, là, elle deviendra essentielle pour le monde. Mais elle doit pratiquer ce dépouillement, et vous êtes ici pour lancer ce qui doit être fait pour que nous y parvenions. Voyez nos amis américains, qui sont porteurs de notre culture, puisque les États-Unis sont faits pour avoir une culture européenne sans le poids de l'oligarchie. C'est le secret que les élites britanniques ne veulent pas voir partagé. Donc voyez nos amis américains luttant pour le Glass-Steagall, parcourant tous les États-Unis, rencontrant des syndicalistes, des congressistes, des entrepreneurs, des banquiers régionaux, et puis luttant aussi pour éviter la guerre, organisant des réunions comme celle de Jeff Steinberg, notre ami aux États-Unis, avec Lawrence Wilkinson, le principal collaborateur de Colin Powell, et Bruce Fein, et d'autres encore, pour dire et redire que la politique d'Obama est folle, dénoncer ces viols de la Constitution, sa politique de collaboration avec l'Empire britannique, l'Empire financier, sa tolérance vis-à-vis de la torture. Vous savez, il a dit que les gens qui avaient pratiqué la torture ne seraient pas poursuivis parce qu'ils avaient reçu des ordres de leurs supérieurs. Il rompt avec la jurisprudence de Nuremberg, brutalement, directement. Sa création d'institutions non élues pour décider de la vie ou de la mort, c'est le fameux IPAB pour les dépenses de maladie et le Conseil du président pour le recours aux drones. Voyez leur combat, qui est le combat de notre culture. Aussi, les interventions de Lyndon LaRouche et de ses militants tous les vendredis soirs, avant l'élection, pour redonner un sens à une présidence américaine. Que cette présidence américaine n'a pas ce sens, nous courons réellement un danger dans le monde. Ils ont besoin de nous, en Europe, de notre combat, de notre culture, de ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin, et nous avons besoin d'eux. Demandez-vous donc comment produire le futur, en découvrant les principes nouveaux, pour faire de la foule un peuple, pour faire de la foule un peuple par la force des idées et des passions. On ne peut pas continuer à tolérer aujourd'hui ce que Marc Bloch décrivait dans L'étrange défaite sur son temps. Il disait « Jusqu'au bout, notre guerre aura été une guerre de vieilles gens ou de forts anthèmes, engoncée dans les erreurs d'une histoire comprise à rebours, une guerre toute pénétrée par l'odeur de moisi qu'exhale l'école, le bureau d'état-major du temps de paix ou la caserne, c'est-à-dire le lycée souvent. Le monde appartient à ceux qui aiment le neuf. C'est pourquoi, l'ayant rencontré devant lui, ce neuf, et incapable d'y parer, notre commandement n'a pas seulement subi la défaite, pareil à ces boxeurs alourdis par la graisse que déconcerte le premier coup imprévu, il l'a accepté. Au lieu de cela, soyons les David face aux Goliath d'aujourd'hui. Ne soyons pas les Moscovici ou les autres entremetteurs. L'étrange défaite, celle de 1940, de mai-juin 1940, est venue de l'incapacité à concevoir et à faire face à l'imprévu, à l'inattendu. Et le travail cognitif, c'est précisément faire face à l'inattendu, à l'imprévu. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une situation semblable, peut-être déjà, je l'ai dit au début, dans une nouvelle drôle de guerre. Alors, moi, me viennent à l'esprit deux hommes qui ont chacun à leur façon su faire face dans les années 30 du XXe siècle, pendant la guerre et dans l'après-guerre. Deux hommes des 30 Glorieuses, que sont bien entendu, pour ceux qui nous connaissent, Charles de Gaulle et Pierre Mendès France. Deux hommes qui jamais ne firent de compromis avec l'esprit de la drôle de guerre. Tous deux avaient un projet. Ils n'éprouvaient pas la jouissance du pouvoir,
comme on le voit dans ceux d'aujourd'hui, mais assimiler, assurer la responsabilité de son exercice. Il ne traitait pas les hommes en sujets, en nouant avec eux des liens personnels de dépendance irrationnelle, mais en citoyens, nouant avec eux avec des principes qui sont ceux des États de droit, ce qui est très différent. Tous deux étaient en recherche constante d'un soutien populaire massif et direct. Pour ceux qui l'ont vu, pensons aux causeries du samedi de Mendès France ou aux grandes conférences de presse du général de Gaulle. Tous deux faisaient passer l'intérêt de la France et la cause de l'humanité avant le régime des partis. Ce n'est pas que nous soyons contre l'existence de partis, mais une fois qu'ils accèdent au gouvernement, il faut oublier qu'ils sont des partis. Or, vous voyez Sarkozy réunissant à l'Élysée les représentants de son parti, ou le Parti socialiste se perdant dans ses combinaisons destructrices, et Hollande disant qu'il n'y participerait pas car il est un homme normal, et révélant que sa normalité le porte à participer à toutes ces combinaisons de partis. Donc quand on est au gouvernement, on est un homme de gouvernement, du bon gouvernement. Et à ce moment-là, on est capable de s'élever pour l'intérêt de son pays, de l'Europe et de l'humanité, au-dessus de ce régime du parti, avant le régime des partis. Et vous savez que De Gaulle et Mendès France, tous deux, c'est l'hommage du vice à la vertu, ont été diffamés par les partis, y compris par leur propre parti, et visés tous deux par des attentats. De Gaulle plus que Mendès France, mais Mendès France aussi. Aujourd'hui, ceux qui se réclament d'eux, de Gaulle et de Mendès, à l'UMP, les uns, les autres au Parti socialiste, tous ont trahi leur cause. Et il faut le dire, dans toute sa brutalité. Ils utilisent leur nom, ils utilisent leur image, en leur enlevant leurs principes d'action. Tous deux n'étaient pas des hommes normaux ou des aventuriers agités, mais des hommes de caractère, avec des qualités exceptionnelles pour faire face à des situations d'exception. Mais ces qualités, ce n'est pas la cigogne qui vous la porte dans votre berceau. C'est ce que vous développez par vous-même, dans un effort constant et quotidien, et ça s'appelle participer à un mouvement politique. Et c'est cela que vous devez faire, et le signe en est lorsque vous êtes capable d'amener d'autres à penser à ce niveau, et surtout à vous dépasser. Il est temps de nous inspirer de ces hommes, il est temps de nous inspirer de ce que j'ai essayé de vous montrer dans la production des œuvres d'art. J'ai volontairement pris celles qui datent d'il y a longtemps pour créer l'effet que ces choses ont été toujours là lorsque l'homme a été humain. Il est temps de nous en inspirer, et au-delà, de faire revivre la France et l'Europe en revenant à la source. Par exemple, à ce traité de l'Élysée de 1963, qui, si j'étais aimable, je dirais qu'il a été laissé inachevé, et ce n'est pas les députés qui se réuniront en Allemagne en janvier qui le porteront plus loin, et si je n'étais pas aimable, je dirais qu'il a été avorté. Face à cette double menace vitale qui pèse sur nous, il n'est pas rationnel, il n'est pas raisonnable, il n'est pas moral, il n'est pas très esthétique de mourir de soif auprès de la fontaine. Merci à tous pour ce que nous allons faire.